On a brossé, je dirais, un tableau général de l'industrie tunisienne aujourd'hui. Alors, ce qui nous intéresse, c'est l'automobile. Le parc automobile tunisien, c'est 1,2 million de véhicules, à peu près 60% de véhicules particuliers. C'est 50 000 véhicules neufs immatriculés par an en moyenne, à peu près. Est-ce qu'il y a une volonté du gouvernement tunisien de développer le marché interne automobile tunisien ? Le marché interne, qu'est-ce que vous entendez? C'est-à-dire, par exemple, de faire plus d'immatriculation. Je sais qu'il y a Ouais. des quotas, par exemple, sur les Tout à fait. importations. Est-ce que cette politique de quotas va continuer? Et il est très clair que l'intérêt du pays, c'est de rajeunir à chaque fois en fait, le parc, parce qu'il y a des questions d'environnement aussi, hein, de consommation, de fuel, tout ça qui pousse à rajeunir. Mais en même temps, il y a des contraintes. Les contraintes, c'est quoi? C'est que, bon, tout ça, c'est acheté en devise. Hein, et la devise, on en a besoin pour acheter des voitures, mais pour acheter de l'équipement industriel, pour autre chose aussi, hein, on a pas mal de besoins. Donc, c'est de là que les quotas viennent. Hein. D'accord, c'est une contrainte financière. Une contrainte sur la balance de change. C'est surtout ça, parce qu'on a des réserves de devises à gérer. Et vous connaissez l'engouement du Tunisien pour l'automobile. Si vous levez le quota, vous risquez quand même de mettre toutes vos réserves dans l'achat d'automobiles, ce qui est une bonne chose, mais en même temps, en fait, ça risque de manquer par ailleurs. Donc on a des ressources limitées, on n'a pas... Vous l'avez compris, en fait, des richesses énormes. On n'a pas de pétrole, on n'a pas de... Mais des idées, comme en France. Des idées, comme en France. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de garder un peu d'argent à mettre dans les idées et non pas dans les équipements automobiles. D'accord. Et ces 50 000 véhicules neufs immatriculés par an, ils circulent en Tunisie, ils sont immatriculés en Tunisie, ou on les retrouve après dans les pays voisins? Oui, en fait, pour l'essentiel, ils se retrouvent en Tunisie. Mais je vois ce que vous entendez, enfin, ça n'empêche, hein, il y a de temps en temps des véhicules qui passent. En tout cas, il n'y a pas un circuit commercial formel qui fait ça. Dans l'informel, il y a quelques cas, mais ça reste marginal, parce que, bon, autant... Dans le milieu de l'occasion, ça n'a pas l'air d'être aussi marginal que ça. Oui, mais c'est pas aussi énorme. Je n'ai pas les chiffres, hein, je ne peux pas m'avancer sur des choses que je ne maîtrise pas. Mais bon, c'est pas aussi énorme que ça. En tout cas, je sais pas, c'est quelques pourcents, c'est pas des centaines de milliers. D'accord. Donc ceux qui disent que la Tunisie est un peu la plaque tournante du Grand Maghreb uni au niveau automobile, ils poussent un peu? Oui, ils poussent un tout petit peu. C'est que comme quand on parle de la sécurité en Tunisie, en fait, hein, les assassinats, il y a une personne qui a été assassinée et c'est déplorable. En fait, hein, c'est l'indignation. Mais ce n'est pas une personne tous les jours, mais pourtant on en parle. Hein. Tout ce qui est informel, vous savez, en fait, hein, tout ce qui n'est pas transparent, ça fait parler naturellement, en fait, hein, et c'est sujet à l'exagération. Je ne pense pas que ça soit une institution, en fait. Hein, le marché parallèle automobile, c'est une réalité sur le terrain, mais ce n'est pas ça qui conditionne ou qui régule le marché tunisien. En tout cas, sur les 50 000, une large partie reste en Tunisie. Et ça correspond aussi aux besoins de renouvellement du parc tunisien. Et ces véhicules sont importés donc par aujourd'hui une holding, El Karama Holding, qui fait en fait suite à une ancienne holding qui était très proche du clan Ben Ali. Actuellement, les reliquats donc, de cette société sont cédés à des entreprises privées, hein, des organismes privés. Ça a déjà été le cas, je crois, pour les importateurs de Hyundai, de Ford aussi. Par contre, il me semble que Stafim Peugeot, qui est donc le représentant de Peugeot en Tunisie, n'a pas encore de repreneur. Où en est ce dossier? Karama Holding, c'est tous les biens confisqués à l'ancien clan de Ben Ali. Ça a m'intéresse. Renault, c'était pas le cas. Donc il y a ça. Et puis il y a un autre importateur qui est le Tunisien qui vit à l'étranger. Il y a une loi qui permet aux gens d'importer des véhicules qui ont moins de 5 ans, c'était moins de 3 ans, et qui n'est pas négligeable aussi. C'est un importateur diffus mais important. Donc pour revenir maintenant à la deuxième partie de votre question sur Karama Holding, ce qui reste effectivement, il reste que Peugeot Stafi, ce qui est à 66% je pense détenu par Karama Holding, et puis Renault VI. Renault VI, c'est la partie truck, la partie camion, qui est détenue je pense à 70%. Il y a des négociations aujourd'hui avec Peugeot sur les critères de cession de Peugeot Staffing. Donc ça se fait en coopération avec Peugeot. Ici et l'issue devrait c'est de la céder. Donc dès qu'on se met d'accord sur les conditions de cession, ce sera imminent sur le marché. Oui, tout à fait.
ça ne doit pas traîner longtemps. Une usine en Tunisie, ça pourrait générer 3 000 emplois côté constructeur, 25 000 côté équipementier. C'est un investissement d'1 demi-milliard d'euros. Alors, quels sont vos arguments aujourd'hui pour convaincre un constructeur automobile de venir investir 1 demi-milliard d'euros en Tunisie? Bon, tout d'abord, il faut s'accorder sur le marché, hein, parce qu'un constructeur, il vient produire pour vendre. Bien sûr. Donc, ça ne sera pas pour le marché interne, ça sera forcément à l'exportation. Le marché interne, il n'a pas la taille pour attirer un constructeur, mais ça sera certainement en fait, hein, pour la région et pour l'Afrique. Et puis éventuellement pour une partie peut-être, mais ça dépend du constructeur, pour les voitures entrée de gamme. L'exemple Dacia au Maroc par exemple. Je pense, hein. Donc ça dépend beaucoup du constructeur et de ses objectifs aussi, des objectifs commerciaux. Et sa vision de marché, sa stratégie, nous ne pouvons pas décider en fait, hein, à la place du constructeur. Mais avec qui vos touches sont les plus avancées? Avec les Européens, avec les Sud-Coréens? Non, avec les Européens. Avec les Européens. Nous privilégions les Européens. Il y a quand même un peu ce concept de fidélité qui revient de façon... Mais c'est objectif en fait. Ouais. C'est objectif en fait. Nos équipementiers, notre marché, nous sommes un marché, c'est plus proche, c'est plus simple, ils nous comprennent, on les comprend. Et si on est appelé à travailler avec les Coréens, ça sera avec un grand plaisir aussi, hein, de faire. Ça prendra un peu plus de temps qu'avec les Européens, parce qu'avec les Européens, les relations sont fluides, les mécanismes sont connus, les contraintes, les avantages, tout ça. Mais ce que nous offrons, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, quand il y a un projet comme ça, et nous souhaitons la naissance d'un projet comme ça en Tunisie, nous offrons tous les atouts dont j'ai parlé. C'est un tissu déjà existant de réseaux d'équipementiers, un savoir-faire, une main-d'œuvre qui est qualifiée, formée et l'abondance de ressources de bonne qualité, plus une position géographique privilégiée pour certains marchés si c'est dans la visée de notre partenaire. Donc il y a énormément d'atouts qui plaident dans ce sens-là, dont on a parlé depuis le début de l'émission. D'autant plus que ce serait sûrement un investissement beaucoup plus rentable qu'au Maroc et en Algérie, j'entends en termes de formation, puisque les gens sont déjà formés. Après. Ça c'est très clair, on a beaucoup, parce qu'il y a une industrie, une trame d'industrie existante, et donc on peut bâtir rapidement beaucoup plus haut, on peut aller beaucoup plus haut et beaucoup plus loin rapidement sur la base de cette fondation, de cette trame. Alors, je sais que vous êtes nouveau en politique, mais on peut difficilement, en parlant de Tunisie, évacuer la question. Je vous ai entendu dire que, selon vous, la nouvelle constitution, qui est en discussion depuis maintenant plus de 2 ans, devrait être ratifiée en juillet et que suivraient donc des élections, selon vous toujours, avant la fin de l'année. Or déjà, par rapport au brouillon de constitution qui est discuté, il y a déjà de nombreuses voix qui se lèvent un peu partout, sur Internet, dans les médias, contre le projet de constitution tel qu'il est, sur certains points comme la liberté d'expression, des choses comme ça. Vous pensez qu'en juillet ce sera signé? Donc je pars du principe que vous êtes plutôt optimiste, mais j'ai envie de déterminer votre optimisme. Est-ce qu'il est modéré, relatif ou convaincu?